Il existe un pays où le sourire reste naturel, où les gens semblent heureux malgré l'apparence de pauvreté, plus marquée en campagne qu'en ville. Ici, tout le monde travaille, principalement les femmes, légèrement majoritaires en nombre. Voici Cagne, responsable d'une petite équipe dans cet atelier de tissage où la notion de sécurité est totalement ignorée. Elle est rentrée à 14 ans, elle en a 38 maintenant. Elle travaille dur, 12 heures par jour pour un salaire mensuel de $60 au lieu des 50 donnés au reste de l'équipe. Un avantage, une reconnaissance, pas certain au vu des horaires. Elle commence à 6 heures du matin et finit à 18 heures, et ce afin de garder un peu de temps pour la formation des jeunes de l'entreprise. Ce métier, c'est une histoire de famille. Sa grand-mère a toujours filé, comme son grand-oncle d'ailleurs. Idem pour sa sœur Hin, qui tranche des tiges de lotus à longueur de journée. Bon sang, il en faut des fibres pour confectionner un simple fil, et je ne parle pas de vêtements. 120 000 tiges pour concevoir une robe. À force, Hin n'arrive même plus à enlever ce jus noir qui tache ses mains. Elle a un peu honte, seulement il faut bien ramener de l'argent pour nourrir ses enfants, son mari ne faisant que de petits boulots, enfin, quand il en a envie, comme ramasser des choux ou des cacahuètes dans les champs. Déjà midi, il faut passer au marché, acheter quelques légumes et un peu de viande. Une fois par semaine, c'est un minimum. Attention, pas pour elle, encore moins pour son mari. Elle n'a pas eu le temps de chercher une âme sœur. Non, pour ses vieux parents, malades, dont elle a la charge. Tiens, Zat, sa copine de classe, la bonzesse qui mendie son repas comme tous les midis. La pauvre, elle en fait des kilomètres dans la journée. Ce n'est pas comme ces moines du temple de Kanayon Kao, un millier qu'ils sont, nourris quotidiennement sur place à 11 heures pile, sans se déplacer. Pendant que ces religieux terminent leur toilette, les bénévoles finissent de préparer les repas. Il faut les voir, alignés 2 par 2, attendant sagement le top du départ. Aujourd'hui, c'est la famille Kaiti Sao qui offre gratuitement cette victuaille. En retour, leur nom sera gravé dans le marbre d'une de ces stèles qui se dressent le long des trottoirs. L'honneur, pas seulement. Le plus important est de suivre ce précepte religieux qui, à force de dons, les amènera vers le nirvana, le moment voulu. Ici, la religion réglemente toute la vie des habitants au 9/10e bouddhiste. Comme partout, un religieux est le représentant de Dieu. Oui, mais ici, un moine ne travaille pas, ne pense qu'aux prières. En plus, il est nourri gratuitement par la population. Toujours ce fameux précepte religieux. Même sa place est réservée dans les transports en commun. Gratuite, bien sûr. Ah, il ne faut pas que j'oublie de téléphoner à Zidawin, sa tante préférée, pour prendre des nouvelles de sa santé. Cochonnerie d'arthrose, surtout pour un sculpteur. Il faudrait qu'elle s'arrête pour se soigner. Oui, mais elle n'aurait plus de quoi vivre. Elle est seule. C'est comme son fils Aon Kant. À force de frapper à longueur de journée sur ce livre en cuir, il souffre de tendinite. Enfin, c'est pour la bonne cause, puisqu'il participe à l'élaboration de feuilles d'or que les pratiquants, uniquement des hommes, déposeront sous notre vénérable Bouddha. C'est qu'il en faut des coups pour écraser cet or prisonnier dans un millefeuille de cire et de papier. À côté, sa copine les découpe à la bonne dimension pour la vente. Juste quelques zéros les 10 feuilles. Pas le temps de s'amuser et les payer au rendement. À partir d'aujourd'hui commencent les célébrations de la fête de la lumière, en général en octobre. Cagne ne travaille pas pendant 15 jours, les seules vacances autorisées par l'État.
Son cousin U Kao Kao l'a invité à Nampan, un village en bordure du lac Inle. Avant de partir, elle doit se rendre à la pagode chez Zigon, demander que Bouddha protège ses parents pendant son absence, mais aussi prier pour son cousin et sa famille qui la reçoivent chaque année, pour son voyage, pour son patron qui l'a fait travailler toute l'année. En marchant, elle rêve en cachette de rencontrer l'ami de son cousin. Il est gentil avec elle. Il faudra qu'elle pense à lui faire une prière. Oh pardon, je n'avais pas vu ces balayeuses bénévoles du jour. Encore ce fameux précepte de faire don de sa personne. Il est temps de partir maintenant, le bus n'attend pas. En route, elle pense aussi s'arrêter à la grotte Pinada pour prier. Seulement le trajet est long et la route est en mauvais état. La réflexion n'avance pas vite. Tout est manuel. La manœuvre est importante et coûte moins cher que des engins mécaniques. Enfin, la voici arrivée. Il n'y a plus qu'à prendre ce long chemin couvert qui mène à la grotte sacrée. Sur son chemin, elle croise des Pao, une ethnie locale parmi les 130 du pays. Impossible de les déranger dans leurs prières. Allons plus loin. Il faut se faufiler entre ces 9000 Bouddhas offerts par des pèlerins, des statues de toute taille placées jusqu'au moindre coin de cette grotte, haute comme une cathédrale. La voici enfin sur le lac Inle. Coup de chance, elle n'a pas payé son transport. Grâce à Kim Hond, le pilote, elle a pu s'insérer avec ses touristes. Heureusement que la pirogue est stable, car elle ne supporte pas leur au lit. Elle ne comprend pas comment font ces gens à naviguer à longueur de journée, assis au ras de l'eau, ou à se déhancher si bizarrement en ramant. Il faut dire que c'est unique au monde. Bien sûr, il y a la culture des tomates et leur expédition sur toute la région, ou la pêche avec la pose des lignes de fond ou de nasse. Ah, le plus facile pour les jeunes actuellement, c'est la vente des souvenirs à ces touristes dont le nombre augmente de mois en mois. Aujourd'hui, c'est le début de la fête de la lumière, la joie après 3 mois de privation. La commémoration du retour du Bouddha sur Terre. Tiens, cela nous rappelle quelque chose. Il faut dire qu'il y a de la couleur, des danses aussi. Chaque village est représenté par une pirogue. Tout le monde y met du sien. Certains s'entraînent même pour de futures compétitions. Il est temps maintenant d'aller dire bonjour à Vivi, la grand-mère de son cousin, qui depuis 60 ans fabrique des ombrelles. Ses mains posent à longueur de journée ses feuilles confectionnées à base de pâte d'écorce du mûrier, sur une ossature en bois fabriquée par son fils. Sa petite fille fabrique des chirots, petits cigares parfumés à la banane ou à l'ananas, que certaines vieilles dames fument avec un grand plaisir.
Une dernière visite maintenant, en allant dire bonjour à une petite cousine d'éloignée, Nugumvar de l'ethnie Kayan. Heureusement que son pilote connaît bien ce village lacustre, perdu au milieu du lac. Ici, la vie est presque rudimentaire, avec ses maisons de bambou montées sur pilotis. Normal, la hauteur du lac passe de 6 mètres par endroit en saison des pluies et 2 mètres à la saison sèche. En plus, les gens doivent affronter les caprices du temps. Vent, froid, nous sommes en montagne, ou même la chaleur étouffante en saison des pluies. Ah, voilà Nungvar, la pauvre. Elle est prise dans ce système d'attrape touristes. C'était compréhensible il y a des siècles où les croyances étaient tenaces, en les empêchant de se marier en dehors de leur tribu, ou qu'elles ne soient pas prises en esclavage. Mais actuellement, ce n'a plus de sens, sauf de faire venir des touristes et de remplir les poches du patron. Bon, contrairement à la croyance populaire, ces spirales n'affectent pas les vertèbres du cou pour les allonger, mais pèsent sur les côtes qui évoluent en descendant vers le bas. Elle me fait un sourire, oui, mais ses yeux expriment plus un appel au secours. En fait, Kanken se demande si la femme n'est pas l'avenir de l'homme comme une certaine chanson, mais l'avenir de son beau pays, la Birmanie.